parce que ça détaille bien, bien les textes et les horreurs. Hein. Enfin, c'est ça, c'est le carnaval des horreurs. Je trouve que c'est pas mal comme expression. Moi, je vais peut-être pas justement reparler du texte, mais on pourra en échanger après précisément sur des mesures, parce que d'une part, il est difficile à analyser étant donné qu'il y a un texte initial, un texte qui passe au Sénat et qui après va être modifié, je l'espère, en tout cas sur plusieurs aspects à l'Assemblée. Donc on ne sait pas exactement quel sera le texte final, mais on va se bagarrer, mais j'y reviendrai. Moi, je voulais peut-être reprendre plus peut-être les enjeux politiques autour de ça, parce que tu t'en as parlé. C'est déjà le texte de Darmanin, donc c'est le texte qui incarne l'extrême droitisation d'une partie de la classe politique, qu'on voit de plus en plus. Et ça s'inscrit dans un contexte, dans un agenda politique. Hein. Tout ça n'arrive pas par hasard. Il est prêt depuis longtemps, ce texte. Comme tu l'as dit, il a été reculé, ils ne savaient pas trop, ils ont un peu tergiversé. Et puis d'un coup, il y a évidemment les événements dramatiques à Arras, et on voit bien l'opportunisme politique pour répondre à leur agenda d'extrême droite. Hein. Clairement, c'est vraiment ça. Essayer d'avoir une majorité sur les bancs de la droite extrême et de l'extrême droite. Alors, je reviendrai aussi sur les questions de majorité, parce que c'est pas gagné pour l'instant, on ne sait pas exactement comment vont se dérouler les débats. Moi, je voulais parler, tu disais justement, quand on parle à l'opinion publique, quand on allume la télé, on a l'impression que l'opinion publique est anti-exilé, anti-immigration, anti-tout ça, parce que c'est ce qu'on nous entretient, enfin, ce qui est entretenu dans les médias à la fois de Bolloré, mais comme tu le dis très bien aussi, malheureusement aussi dans des médias de service public, enfin des médias qui avant n'avaient pas cet angle-là au sujet des droits humains. Et en fait, quand on regarde aussi les préoccupations, en fait, quand il y a des sondages d'opinion sur les préoccupations des Français et des Françaises, l'immigration n'est pas une préoccupation première. L'extrême droite la met toujours très en haut, mais en fait, les sondages d'opinion aujourd'hui, qu'est-ce qui fait préoccupation pour les gens? C'est l'inflation, c'est leurs conditions de vie. C'est le fait de ne pas réussir à payer leurs factures alors qu'ils sont salariés, qu'ils travaillent et que les salaires n'augmentent pas et tout ça. Donc il y a, en termes de réponse politique, est-ce que les gens ont comme inquiétude? C'est absolument pas un texte qui va répondre évidemment aux inquiétudes, mais qui va instrumentaliser l'enjeu justement de répondre à ces inquiétudes en disant regardez là, le responsable aujourd'hui de votre situation, c'est un peu, c'est celui qui vient à manger votre pain, comme c'est souvent dit. Sauf qu'en fait, nous, en réponse politique, ce qu'il faut dire déjà, c'est que vivent les gens aujourd'hui, ce n'est pas la faute des personnes qui viennent chercher refuge chez nous, absolument pas. C'est la faute à un système capitaliste et à des gens justement qui vont, eux, s'enrichir sur le dos à la fois des personnes qui sont en situation administrative précaire et des travailleurs et des travailleuses. Donc on a vraiment un enjeu à dire que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas la responsabilité de l'immigration, à aucun moment c'est ça. C'est un enjeu pour nous aussi de gauche de remettre ce que sont les difficultés des gens. C'est un système capitaliste qui s'attaque à tout ce qu'il peut, qui va dévorer nos droits, qui va dévorer à la fois nos salaires en dividendes. Enfin, c'est important aussi de remettre ça dans un système bien plus large. Il y a par exemple sur ce qu'il faut déconstruire, c'est la question de la submersion de l'immigration. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, comme si on n'a jamais eu autant de migrants, que les gens venaient si facilement dans notre pays. C'est ce qui est vraiment entretenu. Juste un chiffre, c'est par exemple dans le monde, on a 114 000 millions de personnes qui sont en exil. La France, en 2022, c'est 131 000 personnes qui viennent. Donc c'est vraiment, on est un tout petit pays d'accueil. En plus, quand on se met, alors au niveau de l'Europe, on est très nul, quand on regarde par rapport à l'Allemagne, par exemple, qu'elle peut faire. Et là où aujourd'hui les personnes qui fuient leur pays, elles vont se réfugier dans les pays limitrophes, donc c'est plus des pays du Sud, c'est plus les pays aux côtés là où il y a des conflits, ça peut être la Turquie, ça peut être d'autres pays. Donc il y a vraiment aussi un truc à déconstruire en termes de nombre de personnes que nous pouvons accueillir. C'est extrêmement faux de dire qu'on serait submergé par des migrants. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est qu'il faut qu'on la saisisse nous aussi. Alors en tant que parlementaire, c'est une chose, mais en tant que militant politique de gauche, c'est comment on va convaincre autour de nous. Nous, par exemple, en tant que député, moi, je ne vais pas convaincre la droite, je ne vais pas convaincre l'extrême droite dans l'hémicycle, je m'en fous. Enfin, je sais très bien qu'eux, ils ont des positions et qu'on ne les bougera pas. Alors peut-être un ou deux macronistes va peut-être se rendre compte que vraiment, c'est d'extrême droite. Mais c'est comment on va s'adresser en fait à l'opinion publique. Et ça va être un véritable enjeu pour nous, les députés, et pour les militants politiques qui vont accompagner ce moment-là. Et on réfléchit beaucoup aux angles qu'on peut utiliser. Et il y en a un qui me semble déjà important, c'est de faire comprendre aux gens que les politiques, toutes les lois qu'ils ont fait, on en a parlé, cette récurrence de lois année après année, c'est aussi un laboratoire du pire pour la suite, pour tout le monde. Quand on va s'attaquer en fait aux politiques publiques qui concernent les personnes en exil, que ce soit celles qui viennent demander l'asile ou celles qui demandent juste des titres de séjour, c'est un vrai laboratoire
sur les politiques publiques, quand on dématérialise à la préfecture, ça permet aussi d'expérimenter la suite dans d'autres services publics. Quand on s'en prend à l'AME, c'est aussi les minima au niveau de la santé. Enfin, c'est une vision très libérale, en fait, tout ça. C'est que derrière, on va expérimenter. Et les personnes migrantes sont souvent les premières à expérimenter les politiques de libéralisation des services publics. Et il y a un autre angle qui, moi, me semble important à mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas de crise de l'immigration dans notre pays. Il y a une crise de l'accueil. On n'est plus capable, en fait, de donner les conditions matérielles aux gens d'être accueillis dignement dans un pays, d'avoir des conditions matérielles d'existence dignes. Et donc, c'est vraiment ça le nœud du problème aujourd'hui sur lequel nous, on veut bagarrer, parce que nous, on veut plus de moyens pour nos services publics, on veut les moyens d'accueillir les gens correctement. Donc, c'est un angle qui me semble important si on veut, nous, se donner des outils aussi pour aller discuter dans la rue, sur les marchés, dans des réunions, enfin voilà, avec nos voisins aussi, notre famille, hein, parce que c'est le genre de débats où on est souvent confronté aussi à devoir argumenter. Et donc, quand il y a une crise de l'accueil, c'est que l'État lui-même fabrique aussi des personnes en situation irrégulière. Le fait d'avoir dématérialisé, d'avoir supprimé rien qu'à la préfecture de Clermont-Ferrand, on le voit au quotidien, il n'y a plus personne en fait qui répond. Il n'y a plus d'accueil physique et surtout il n'y a plus de fonctionnaires qui travaillent réellement derrière. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont en situation régulière qui vont basculer très vite en situation irrégulière, simplement parce que leur dossier n'est pas traité dans les temps, simplement parce qu'il n'y a plus d'humains pour répondre, pour traiter ces dossiers-là. Et on laisse s'empiler en fait des situations et on fabrique nous-mêmes, l'État, des sans-papiers, des personnes en situation irrégulière. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez grave. C'est-à-dire que l'État est responsable aussi des chiffres qu'il lui-même produit pour dire, regardez, on a un problème. Enfin, c'est vraiment une vision, enfin, une logique qui est assez cynique, mais qui est la réalité aujourd'hui. Et vraiment, le Puy-de-Dôme, on le voit très concrètement. Nous, à la permanence, les mails, les gens qui viennent à nous, qui ont des difficultés pour avoir la préfecture, c'est des gens, moi j'ai eu plein de situations qui sont passées par les assos, mais et nous on essaye d'appuyer leur situation parce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui travaillent, qui avaient un titre de séjour, et puis du jour au lendemain il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de contrat de travail, il n'y a plus de ressources, et on crée vraiment des situations humaines qui sont très, très dangereuses. Il y a un autre argument que j'aime pas beaucoup, mais qui, si on veut s'adresser aux libéraux, c'est aussi le coût en fait, de maintenir des gens dans des situations irrégulières, dans l'extrême précarité. Enfin, c'est des choix qui sont hyper coûteux financièrement en fait. Alors que régulariser, accueillir dignement, c'est pour un État, si on calcule juste en termes budgétaires, ce qui est normalement la logique d'un macroniste, c'est d'être un bon gestionnaire, en fait, ils font des choix de très mauvais gestionnaires parce que créer de la précarité, créer de l'irrégularité, en fait, c'est hyper coûteux sur le moment, mais aussi sur le long terme. Alors que régulariser, accueillir et faire en sorte que les gens puissent vivre tranquillement, pouvoir travailler, pouvoir aller à l'école, pouvoir se soigner, pouvoir avoir accès à des services publics, et tout ça, c'est en fait plus une richesse. Mais comme nous, on a toujours dit qu'en fait, plus on a des services publics forts, plus on crée de la richesse. Donc voilà, il y a un enjeu aussi, et c'est des chiffres des fois de l'OCDE qui, moi je les aime pas bien, mais qui montrent aussi à quel point les personnes qui sont présentes sur notre territoire créent des richesses, créent de la valeur, créent des cotisations auxquelles des fois ils bénéficient pas en plus. Donc c'est vraiment des trucs. Donc il y a des chiffres, même pour s'adresser, si on veut parler à un bon gars libéral qui parle que fric, il y a des arguments à prendre aussi là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un argument assez aussi clair quand justement on entend les Zemmour, les Le Pen qui disent moi j'arrive au pouvoir, on expulse tout le monde. Une expulsion, c'est un fric complètement délirant, c'est très 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 coûteux. Ça n'a pas d'effet, comme tu le disais, parce qu'en plus, si les gens sont partis, c'est qu'ils avaient une bonne raison, donc souvent ils reviennent parce qu'ils ont une bonne raison de revenir. Et donc du coup, c'est de l'argent public, si les chiffres que peuvent donner les fachos, c'est quand même, en termes d'argent public, c'est complètement délirant. Donc voilà, donc il y a ces angles-là. Il y a un autre angle que nous on avait beaucoup développé dans les campagnes avec la France Insoumise, c'est aussi de s'attaquer aux causes des départs. Alors ça devrait être un sujet qui devrait être le sujet normalement de n'importe quel pays, c'est de se dire comment on lutte contre ce qui fait cause de départ, à la fois la pauvreté, mais on a un angle, et tu en as parlé, évidemment, c'est le bouleversement climatique dans lequel on va se situer, qui va créer, on le sait, toutes les études le montrent, il y a un consensus scientifique pour dire qu'on va avoir affaire à, pour le coup, des gens qui vont être obligés par centaines de milliers de changer de lieu de vie pour des raisons soit de montée des eaux, soit de sécheresse, soit tous les bouleversements du monde aujourd'hui. On est complètement nul en termes de politique publique et de volonté politique pour inverser la tendance. C'est tout l'enjeu de l'inaction climatique de Macron depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 6 ans.
Et donc ça, c'est aussi une responsabilité qu'on a en tant que politique, c'est de dire, mais attendez, on est en train de nous-mêmes créer aussi des causes qui vont forcer les gens à prendre la route de l'exil parce que nous n'agissons pas sur ces questions-là. C'est la même chose que pour les conflits. On le voit aujourd'hui, la faiblesse de la diplomatie dans les conflits, et on prend ça en pleine tronche avec ce qui se passe par exemple à Gaza, mais il y a plein d'autres exemples où quand les diplomaties sont affaiblies parce qu'il y a vraiment un enjeu assez belliqueux dans les grandes puissances mondiales, et ça a des conséquences aussi sur les gens qui sont obligés de fuir leur pays pour fuir des conflits et fuir la guerre. On nous a démontré aussi qu'on était un pays, quand il y avait des guerres proches de nous, qui était aussi très capable de mettre en place un accueil, de pouvoir aussi mettre en place des personnes humaines pour accueillir en préfecture, de faire un chemin très simple à comprendre on l'a vu pour l'Ukraine, pour éviter que les gens se retrouvent dans des situations de grande précarité dans les hébergements d'urgence, pour avoir de la solidarité. Et ça, l'État a démontré qu'en fait, on savait faire. On a les outils pour le faire, on a les moyens humains, on a les moyens financiers et on sait faire. Le problème, c'est qu'on le fait que sur un conflit précis. Et moi, je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, moi, je suis très fière de voir comment on a pu accueillir de manière digne les personnes ukrainiennes qui ont fui la guerre. Mais ça montre qu'on est capable de le faire pour les autres, en fait. Et donc ça, c'est aussi un choix politique qui a été fait par la Macronie. Sur les enjeux, moi, de la bataille que nous, on va avoir à mener, tu l'as dit, il y a eu un choix politique, ça a été de passer par le Sénat en priorité pour aussi répondre à un agenda politique, là encore, à faire en sorte que la droite et l'extrême droite soient satisfaites de ce texte et aient plus de chances de le faire voter, enfin de le faire adopter. Et donc là, il va arriver à l'Assemblée à partir du 11, c'est pour ça qu'il y a le 11 décembre, qu'il y a cette manif qui est organisée à Clermont. Et donc, on va avoir une bataille parlementaire qu'on ne sait pas encore réellement les contours, parce qu'il y a des grands débats, ça va dépendre un peu de ce que Darmanin va dealer avec le groupe LR notamment. On ne sait pas si on va avoir une procédure normale, un débat normal, c'est-à-dire avec des amendements, le temps nécessaire au débat, ou si on va avoir ce qu'on appelle un temps législatif programmé, c'est-à-dire le fait de contraindre le temps du débat, en fait, et donc pour accélérer les choses et faire en sorte que ça aille plus vite. On ne sait pas non plus si nous allons avoir un 49.3 qui va venir passer en force sur cette loi, et encore plus après s'il y aura une motion de censure qui sera présentée et ce que ça va créer comme suite. Donc nous, on a travaillé, parce que ça fait 1 an en fait que ce texte, on le connaît à peu près, que dans les commissions, notamment les copains qui sont à la commission des lois, on fait un énorme travail d'audition justement de toutes les associations, mais aussi des établissements publics qui travaillent sur les questions à la fois d'asile, mais aussi des préfectures. Enfin voilà, qu'on fait un vrai travail d'audition, de consultation, pour aussi mieux évidemment être au plus près de la situation actuelle, et mieux aussi nous intervenir dans ce texte pour faire un travail d'amendement qui est très fin. Donc ça fait 1 an que tous les copains travaillent dessus. Donc là, maintenant, on a un calendrier, on a nos amendements, donc la bataille parlementaire, elle va commencer. On est prêt, enfin ça c'est clair qu'on est très prêt, on sera très présent, de toute façon on va être tous là, mais bon, en face de nous, évidemment, ils vont être aussi tous là. Donc la composition de l'Assemblée nationale fait que ça va être un débat qui va être compliqué. Alors l'article 3 n'est plus l'article 3 de ce que, avec le Sénat, ça s'est décalé, mais il y a toujours cette bataille sur la question de la régularisation des métiers en tension, des travailleurs qui sont en situation irrégulière dans les métiers en tension. Alors ça, c'est un vrai enjeu, et tu l'as dit, très utilitariste, surtout que ça donne une place au patronat pour dire quel est le métier en tension, comment ça va fonctionner. Enfin ça, c'est vraiment un truc, le MEDEF est ravi de ça, donc c'est pour nous une vraie alerte. Par contre, moi je défends évidemment la régularisation, notamment de tous les travailleurs, mais aussi, ça c'est un argument aussi à donner aux travailleurs justement qui sont dans notre pays, c'est plus on maintient des gens en situation irrégulière et dans un cadre de travail, plus on tire vers le bas des conditions de travail. Donc la régularisation des travailleurs sans papier, c'est aussi une avancée pour la classe ouvrière, parce que ça permet aussi ensuite de rehausser par le haut. Enfin, je veux dire, le patronat, il s'est toujours arrangé la mise en concurrence d'un travailleur en situation irrégulière. On le voit d'ailleurs sur les chantiers de l'État, les chantiers du JO, on a des personnes qui sont en situation irrégulière qui y travaillent, et ce qui permet de maintenir des salaires très bas pour les travailleurs qui sont en situation régulière. Et donc, on a un enjeu aussi de faire comprendre les classes populaires et la classe ouvrière dans son ensemble qu'il faut régulariser les personnes qui travaillent dans notre pays, parce que ça permettra d'avoir des conquis sociaux ensuite, en fait. Donc ça, c'est un enjeu, à mon avis, important. Et les syndicats, j'espère qu'ils vont aussi faire ce travail-là, de
d'explication parce que c'est un enjeu, comme je le disais, le capitalisme, il s'est toujours nourri aussi de la concurrence entre les travailleurs, hein, ça nourrit aussi leur force, et donc du coup, nous on a un contrepoids à amener là-dedans. Il y a un autre angle, moi je vais finir là-dessus, mais qui moi me semble important, c'est la question des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle MNA maintenant, mais moi j'ai une grosse alerte là-dessus, c'est un sujet sur lequel je travaille. Alors moi je travaille sur le droit des enfants, mais du coup les mineurs isolés étrangers sont des enfants, et on a une véritable alerte parce qu'on sent un grand mouvement des départements français aujourd'hui qui sont en train de nous dire que les mineurs non accompagnés, ça relèverait pas vraiment de la protection de l'enfance, mais ça serait quand même un truc plutôt du côté du ministère de l'Intérieur, parce que ce qu'on retient dans l'histoire, c'est surtout qu'ils sont étrangers et pas mineurs en fait. Donc du coup, on a vraiment, à mon avis, nous on va être très vigilants là-dessus, parce que les départements de droite se sont organisés pour essayer de se débarrasser de cette compétence-là, et de faire là encore le tri entre deux enfants, un qui serait en nationalité française et l'autre nationalité étrangère, et qui n'aurait pas le même droit d'être protégé et accompagné. Et ça, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un truc qu'on a quand même signé, bon, qu'on trahit très régulièrement, hein, on se fait rappeler à l'ordre aussi par l'ONU, comme pour l'enfermement des enfants en centre de rétention. Et donc là, moi, je mets un vrai truc d'alerte, parce que c'est peu traité en fait médiatiquement, mais s'en prendre aux enfants étrangers, ça serait vraiment de rajouter du malheur au malheur de ces enfants-là. Pardon ? Comme l'extrême droite. Bah oui, c'est ça. Voilà, moi, sur la bataille, il y a une dernière chose, mais personne n'a jamais réussi, tous les gouvernements d'extrême droite qui ont essayé d'arrêter les gens de changer, de fuir leur pays, quelles que soient les raisons, elles sont toujours légitimes. On a eu Trump qui a essayé de construire des murs, on a Orban qui en est arrivé même à des moments avec sa police qui a tiré sur des migrants. On pourra construire les murs les plus hauts, on pourra faire en sorte de rendre les conditions les plus horribles. On va juste augmenter évidemment le nombre de morts sur les chemins de l'exil, ça c'est une certitude, on le sait déjà en Méditerranée, mais aussi dans la Manche, on le sait dans les Alpes, on le sait dans tous les passages qui sont connus. On sait que plus on va faire des politiques restrictives, plus il y aura des personnes qui vont perdre la vie en voulant sauver leur vie justement. Et donc il n'y a pas en fait d'autre solution que d'accueillir, je veux dire, c'est impossible de se dire, et l'humanité est fondée sur le fait de se déplacer, de bouger, c'est l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu en fait des mouvements pour plein d'autres raisons, voilà, et donc on ne peut pas aller contre ce sens-là de l'histoire en fait, on doit juste être capable de faire en sorte que les gens ne risquent pas leur vie et qu'ils puissent vivre dignement, qu'ils arrêtent de se planquer dans des situations qui sont complètement indignes. Et ça c'est aussi ce qu'on voit nous dans notre ville à Clermont-Ferrand, c'est des gens aujourd'hui qui sont à la rue parce qu'on ne met pas les moyens aujourd'hui pour les protéger, et donc c'est inacceptable, et donc il n'y a qu'une solution, c'est de donner les moyens, c'est de régulariser, c'est d'accueillir, c'est de faire en sorte qu'on ait un service public fort et qu'on soit un pays d'accueil et qui permette d'être une richesse. On a travaillé beaucoup dans notre programme, et Jean-Luc Mélenchon l'avait beaucoup développé, c'est l'histoire aussi de notre pays, c'est celle du mélange, c'est celle de l'accueil, c'est celle de ce qu'il appelle la créolisation, mais c'est une réalité en fait, et personne ne pourra lutter contre en fait, c'est un mouvement qui est comme ça, qui avance, et qu'on pourra mettre toutes les politiques les plus restrictives, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est juste répondre à un agenda d'extrême droite qui va faire plaisir à Darmanin, parce que lui il a un agenda politique, c'est aussi de faire la suite de Macron, on le sait bien, voilà, c'est ça qui joue derrière, et ils se servent de ça, des pires lois possibles, parce que celle-là je pense c'est une des pires qu'on ait pu connaître, et en plus qui est rédigée de manière très technos, donc qui est très compliquée à amender, à comprendre, à diffuser pour que les gens se saisissent ce qui est en train de se jouer. Et donc voilà, donc nous on sera évidemment dans la bataille à partir du 11, et on espère qu'on va réussir à convaincre, pas ce que je disais, les députés face à nous, parce que moi je pense que c'est cause perdue, mais par contre l'opinion publique, parce qu'on n'a pas d'autre choix, voilà, que de faire ce travail-là, que de convaincre et surtout de se battre. Et effectivement, c'est un sujet qui... on nous fait croire qu'on n'est pas majoritaire, mais moi je suis convaincue que quand on parle à l'intelligence des gens sur ces questions-là, en fait, on arrivera à convaincre et on sera majoritaire à la fin. Voilà, donc on va rien lâcher.